Bienvenue dans notre analyse du jour. On se plonge dans un parcours pour le moins déroutant, celui d'un journaliste de télévision hyper ambitieux, profondément sceptique et qui se retrouve en guerre contre la petite voix dans sa tête. Cette voix, on la connaît toutes et tous, ce narrateur intérieur qui est souvent notre pire critique. Notre source principale aujourd'hui, ce sont des extraits du livre autobiographique de Dan Harris, Comment je suis devenu 10% plus heureux. Oui, et ce qui rend cette quête vraiment fascinante, c'est que le point de départ, c'est pas une retraite silencieuse ou une décision mûrement réfléchie. Non, c'est une humiliation publique. Totale. On va retracer comment une crise de panique, alors une crise spectaculaire en direct à la télé, peut forcer quelqu'un à un voyage qu'il n'aurait jamais imaginé, un parcours qui va le mener des zones de guerre à l'automédication, puis à explorer le monde parfois très étrange des gourous spirituels. Et avec une question de fond, est-ce qu'on peut apaiser son anxiété sans pour autant sacrifier son esprit critique ou renoncer à son ambition? Le décor est planté et ce point de départ est vraiment saisissant. On est en 2004. Dan Harris est sur le plateau de Good Morning America. Il présente le Flash Info. Devant plus de 5 millions de personnes. Exactement. Et en plein direct, au milieu d'une phrase, son cerveau, pouf, se déconnecte. C'est une implosion, une véritable implosion en direct. Il l'a décrit comme une peur brute, primitive qui le paralyse. Son cœur s'emballe, sa vision se brouille, sa bouche devient sèche comme du papier de verre. C'est le cauchemar absolu pour quelqu'un dont le métier c'est de parler. Il est coincé. Ah oui, il n'y a pas d'échappatoire. Aucune. Pas de reportage à lancer, personne à qui rendre l'antenne. C'est juste lui, la caméra, et des millions de gens qui le regardent perdre complètement pied. On sent la panique pure dans la transcription. Alors qu'il est en train de parler de médicaments contre le cholestérol, il sort une phrase qui n'a absolument aucun sens. Il dit: il est encore trop tôt pour prescrire des statines plus lentement pour la production de cancer. La production de cancer. On imagine l'effort surhumain qu'il doit faire juste pour que des sons continuent de sortir de sa bouche. Comment on en arrive là? Ça n'arrive pas du jour au lendemain, j'imagine. C'est exactement ce qu'il analyse lui-même. Il dit que c'est l'aboutissement d'un long marathon de pleine absence. Une décennie passée en mode pilote automatique, complètement focalisé sur sa carrière, sur le prochain échelon à gravir, au détriment de tout le reste. Et ce marathon était alimenté par une philosophie de vie, presque une devise qu'il tenait de son père. Ah oui, cette phrase, terrible et brillante à la fois. La sécurité se paye au prix d'un sentiment d'insécurité. C'est vertigineux quand on y pense. C'est une recette pour l'anxiété, non? Ben oui, L'idée que si on se sent bien, si on n'est pas angoissé, c'est qu'on ne travaille pas assez dur, qu'on est en danger. c'est un piège classique pour les personnes ambitieuses. Cette maxime, elle confond deux choses qui sont très différentes. La vigilance, qui est productive, et l'anxiété, qui est paralysante. Harris, lui, il a fait de l'angoisse son carburant, sans se rendre compte que le moteur était en train de surchauffer et de menacer de casser. Pour lui, le stress, c'était pas un problème. C'était la preuve qu'il était sur la bonne voie. Il s'imaginait comme un homme des cavernes, qui devait constamment s'inquiéter de l'arrivée d'un tigre à dents de sabre pour survivre. Sauf que dans son cas, le tigre, c'était son propre ego, sa propre ambition dévorante. Et cette ambition, ce besoin de sentir le danger, ça le pousse à aller là où il est le plus palpable, les zones de guerre. Après le 11 septembre, il devient correspondant à l'étranger et il couvre les conflits en Afghanistan, en Irak, au Pakistan. C'est là qu'il découvre ce qu'il nomme le crack du journaliste. C'est une métaphore très forte pour décrire cette addiction à l'adrénaline, hein. Ce sentiment d'être au cœur de l'histoire, là où le commun des mortels n'est pas censé se trouver. Il raconte ce moment surréaliste à Tora Bora en Afghanistan, où une balle siffle juste au-dessus de sa tête. Et sa toute première pensée, c'est pas la peur de mourir, mais j'espère que le caméraman a bien filmé la scène. C'est c'est une forme de dissociation psychologique extrême. Il la voit comme une armure nécessaire, une forme de professionnalisme pour supporter l'insupportable. Il décrit des scènes d'une horreur absolue, des restes humains après un attentat suicide, des corps torturés. Mais il note, presque avec surprise, son absence totale de réaction émotionnelle sur le moment. Il se dit qu'il est juste en train de faire son travail. Sauf que le cerveau, il peut compartimenter, mais le corps, lui, il encaisse. À son retour définitif d'Irak, il commence à souffrir de maux inexplicables. Fatigue chronique, douleurs diffuses. Il passe des mois à voir des spécialistes qui trouvent rien. Finalement, un psychiatre pose un diagnostic en moins de 10 minutes. C'est une dépression. Toutes les émotions qu'il avait réprimées, enfouies pendant des années sur le terrain, elles ressortaient sous une forme physique. Il payait la facture de son armure Et sa réaction face à ce diagnostic est? particulière. Au lieu de ralentir, il cherche une autre forme d'intensité.
C'est là qu'il entre dans ce qu'il surnomme sa phase Las Vegas paranoïa. À 32 ans, alors qu'il n'avait jamais touché aux drogues dures, il se met à consommer de la cocaïne et de l'ecstasy. Le psychiatre qu'il verra plus tard avancera une théorie fascinante là-dessus. Cette automédication, c'était pas seulement une recherche de plaisir ou une fuite. C'était une tentative désespérée de recréer chimiquement les sensations fortes qu'il avait connues en zone de guerre. Il était en plein sevrage d'adrénaline. En fait, il était accro à la guerre et il a simplement remplacé cette drogue-là par une autre. Ce qui est fou, c'est qu'il est persuadé de tout contrôler. Il ne consomme que le week-end, parce que son addiction principale, celle qui prime sur toutes les autres, ça reste son ambition, son temps d'antenne. Et puis, 1 an après la première crise, malgré les anxiolytiques, il en fait une deuxième, tout aussi violente. C'est ça qui le force enfin à tout avouer à son psychiatre. Et là, le médecin lui explique la connexion évidente, presque mécanique. La cocaïne augmente massivement les niveaux d'adrénaline dans le cerveau, ce qui rend les crises de panique beaucoup plus probables. En somme, il a lui-même programmé son cerveau pour simuler une attaque de tigre à dents de sabre en plein direct. C'est ce choc qui le force à arrêter complètement la drogue et à réaliser qu'il a perdu le contrôle. Et c'est cette perte de contrôle qui, paradoxalement, va le rendre ouvert à des solutions qu'il aurait balayées du revers de la main avant, y compris dans le cadre de son travail. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'il est au plus bas, son mentor, le grand présentateur Peter Jennings, lui avait confié des années plus tôt le dossier des sujets religieux. Et il l'avait toujours traité avec le plus grand mépris. Et là, il se retrouve contraint de s'y intéresser et de couvrir le monde des chrétiens évangéliques qui, pour lui, intellectuel laïque de la côte Est, est une autre planète. Ah oui, il y va bardé de clichés. Il a grandi à Cambridge, dans le Massachusetts, un milieu universitaire très progressiste. Et pour lui, la foi, c'est au mieux une béquille pour les esprits faibles, au pire une déficience cognitive. Il s'attend à rencontrer des gens simples d'esprit, dogmatiques, et il tombe sur un personnage qui va complètement le déstabiliser. Le pasteur Ted Haggard, qui était alors l'un des leaders évangéliques les plus puissants des États-Unis. Et qu'est-ce qui, chez ce pasteur, a réussi à percer son armure de scepticisme au départ? Qu'est-ce qui l'a déstabilisé? C'est la nuance du personnage. Haggard n'est pas la caricature qu'il attendait. Il est charismatique, intelligent, il a de l'humour, et lui parle avec une franchise surprenante des coulisses de la droite religieuse. Il n'hésite pas à critiquer d'autres leaders. Harris commence à se dire qu'il a peut-être jugé tout un pan de l'Amérique un peu trop vite. Et puis, quelques mois plus tard, le scandale éclate. Le choc est total. On apprend que ce même Ted Haggard, qui prêchait avec véhémence contre l'homosexualité, payait depuis des années un prostitué pour des relations sexuelles et de la méthamphétamine. Harry est sidéré. Il s'est fait avoir. Mais ce n'est pas ça le plus important pour lui, c'est ce qui vient après. Exactement, le point de bascule, c'est une interview qu'il réalise avec Haggard après sa chute. L'homme a tout perdu. Son église de 14 000 fidèles, sa réputation, son statut. Il est au fond du trou, il avoue avoir pensé au suicide. Et au milieu de cette disgrâce absolue, il dit à Harris que la seule chose qu'il a soutenue, c'est sa foi. Il dit « Je savais que Dieu tenait à moi ». Et cette phrase, aussi paradoxale soit-elle venant de lui, elle percute Harris de plein fouet. Oui, parce qu'il fait immédiatement le parallèle avec sa propre crise, à une échelle bien moindre bien sûr, mais quand il a touché le fond, il n'avait absolument rien de tel à quoi se raccoucher. Et pour la toute première fois de sa vie, il se demande s'il ne lui manque pas quelque chose. Pas la foi en Dieu, ça c'est un pas qu'il ne peut pas franchir, mais une perspective plus large, une sorte de cadre de pensée pour donner un sens aux épreuves. Et c'est cette brèche de curiosité qui l'amène, sur la recommandation un peu hasardeuse d'une collègue, à lire un livre d'un certain Eckhart Tolle, Nouvelle Terre. Au début, c'est un calvaire. Le jargon pseudo-spirituel, les phrases grandiloquentes. En tant que journaliste factuel, il est à deux doigts de jeter le livre par la fenêtre. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le concept central de Toll, l'ego, ou ce qu'il décrit plus simplement comme la petite voix dans la tête. Et là, c'est une révélation. Il dit que Toll a décrit le fonctionnement de son propre esprit avec une précision chirurgicale. Ce narrateur intérieur qui n'est jamais satisfait, qui ressasse le passé, s'angoisse pour l'avenir et passe son temps à se comparer aux autres. Il se reconnaît à 100%. C'est un moment d'une clarté incroyable pour lui. Il réalise que cette voix, qu'il a toujours confondue avec sa propre identité, avec lui, est en fait la source de la majorité de ses souffrances. C'est elle qui l'a poussé vers la quête d'adrénaline, la drogue, l'anxiété au travail, et même ses obsessions les plus triviales, comme son début de calvitie. D'ailleurs, l'idée initiale qu'il avait pour le titre de son propre livre, c'était « La petite voix dans ma tête est une connasse ». Voilà qui est clair.
Mais c'est là qu'il se heurte en un mur. Il a un diagnostic brillant, mais la prescription, elle, est beaucoup plus floue. C'est ce qu'il appelle le dilemme génial ou givré. C'est tout à fait ça. D'un côté, un diagnostic lumineux sur la condition humaine moderne. De l'autre, des affirmations qui font hurler le sceptique en lui. Toll prétend que vivre dans le présent peut littéralement ralentir le processus de vieillissement ou changer la structure moléculaire du corps. Et quand Harris cherche une méthode, des exercices concrets pour calmer cette voix, les conseils sont d'une vacuité désarmante. Du genre, Genre, pour vous libérer de la voix, il suffit d'en être conscient. Ou encore le fameux « dis toujours oui à l'instant présent ». Harris a cette image très parlante. Il a l'impression que Toll vient de lui annoncer que ses cheveux sont en feu, mais refuse de lui donner un seau d'eau. Il a identifié le problème, mais il n'offre aucun outil pratique pour le résoudre. Et l'interview qu'il mène ensuite avec Toll le laisse sur la même fin. Toll est d'une sérénité presque inhumaine et répond simplement non quand Harris lui demande s'il ressent parfois de la colère ou de l'irritation. il a donc un diagnostic, mais toujours pas de remède. Sa quête le mène alors vers une autre superstar du développement personnel, Deepak Chopra. Et là, l'ambiance est radicalement différente. Ah oui, on passe du sage ascétique à l'entrepreneur spirituel. Harris le décrit comme un paradoxe ambulant. Un homme qui prêche la paix intérieure, tout en étant vissé à son BlackBerry, gérant un empire commercial. Et si les conseils de Toll étaient vagues, ceux de Chopra sont carrément cosmiques. Qu'est-ce qu'il lui propose concrètement pour gérer cette fameuse voie inarite? Eh bien, il lui parle d'atteindre un vortex transformationnel jusqu'à l'infini et d'avoir une écoute indiscrète de l'esprit de l'univers. Pour un journaliste qui ne jure que par les faits, c'est du charabia. Il repart encore plus frustré, avec le sentiment que cette industrie du bonheur est peut-être plus une industrie qu'une source de bonheur. Et cette déception le pousse à creuser encore plus loin, à enquêter sur ce qu'il appelle donc l'industrie du bonheur. Et là, il tombe sur des figures encore plus extrêmes, comme Joe Vitalin, un des principaux promoteurs du livre et du film Le Secret. Là, on entre dans le domaine de la loi de l'attraction. L'idée, très séduisante en apparence, c'est que nos pensées créent notre réalité. Et qu'il suffit de penser très fort à ce qu'on veut, une voiture de sport, la guérison, pour l'obtenir. Harris y voit une philosophie non seulement simpliste, mais aussi profondément cruelle. Pourquoi cruel? Parce qu'elle mène inévitablement à blâmer la victime. Si la loi de l'attraction fonctionne, alors ceux qui souffrent, les victimes d'un génocide, les malades du cancer, les gens qui vivent dans la pauvreté, en sont d'une certaine manière responsables. Ils n'ont pas pensé assez fort ou de la bonne façon. C'est une logique monstrueuse. Et quand Harris confronte Vital sur ce point, ses réponses sont confuses et évasives. Le summum de l'absurdité est atteint quand elle découvre que ce même Vital propose des séances de coaching à 5 000 $ dans sa voiture de luxe, le Rolls-Royce Phantom Mastermind. Là, le vernis spirituel craque complètement et on voit l'aspect purement commercial de la démarche. On a donc le portrait d'un homme qui a fait un long, long chemin. Une crise personnelle l'a forcé à regarder à l'intérieur de lui, et il y a trouvé un diagnostic incroyablement pertinent chez des penseurs comme Toll, cette tyrannie de l'ego, cette petite voix incessante. Mais chaque fois qu'il a cherché une solution concrète auprès des figures les plus médiatisées de ce monde, il n'a trouvé que du mysticisme impénétrable, des conseils impraticables ou un marketing cynique. C'est le parcours d'un sceptique qui a été convaincu du problème, mais qui reste totalement insatisfait des solutions proposées. Il se retrouve avec une conscience aiguë de son anxiété, de cette petite voix, mais sans aucun outil fiable pour la gérer au quotidien dans la vraie vie d'une journaliste ambitieuse. Et cela nous laisse avec une question finale, une question qui s'adresse à quiconque se reconnaîtrait dans cette quête. Si les formules mystiques des gourous et les promesses simplistes de la pensée positive ne sont pas des réponses suffisantes, où un esprit pragmatique, un esprit sceptique, peut-il bien trouver une technique concrète, un véritable entraînement mental pour apprendre à gérer cette voix intérieure, sans pour autant devoir renoncer à son ambition, à son intelligence ou à son esprit critique?